je vais avoir la charge d'animer cet atelier numéro 1 qui a pour problématique la prévention des risques au service du management de l'équipe, politique prise en compte de la sécurité et de la gestion des risques dans la formation des personnels de l'exploitation des piscines publiques. Donc nous avons 4 intervenants qui vont se présenter. Honneur aux dames. J'interviens dans des formations maître nageur depuis quelques années, une vingtaine d'années, et j'interviens aussi dans des formations de techniciens de piscine au titre de l'hygiène, du traitement des eaux et du fonctionnement des piscines. Je réalise aussi des audits techniques sur le fonctionnement des piscines et d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Patrick Gastou, ancien directeur national adjoint à la Fédération de natation, en retraite depuis un an. Voilà. Et comme parcours professionnel, j'ai été directeur des piscines de la ville de Tours pendant 10 ans. Et avant, forcément, des classiques. Mathieu Lacroix, donc je suis professeur de sport à la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale de Poitou-Charentes, en charge plus particulièrement du brevet professionnel activité aquatique et de la natation et du recyclage de maîtres nageurs. Et j'ai des casquettes associatives comme président d'une association de secourisme et de sauvetage sur Poitiers. Alors, des interventions aussi dans le domaine de la formation des BESAN et des BNSSA. Walter Henry, donc je suis responsable du secteur des piscines sur la ville de Créteil. Je suis aussi président de diverses associations, notamment SOS Maîtres Nageurs sur l'île de France. Et je suis aussi président de la Croix-Blanche, un organisme de premier secours sur l'île de France et sur l'Essonne plus particulièrement, où on enseigne notamment le BNSSA et tout type de formation aux gestes de premier secours. Madame Dumont, si vous voulez bien commencer, s'il vous plaît. Donc, prévenir les risques. Petit rappel de ce matin, un risque, c'est toujours la probabilité de la survenance d'un danger multipliée par ses conséquences. C'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est-à-dire que le risque, c'est pas une idée fumeuse, un brouillard, tiens, effectivement il y a un risque, c'est quelque chose qu'on peut et qu'on doit, depuis 2001, évaluer de façon très précise pour chaque type d'activité. C'est-à-dire que le simple fait de passer de l'amphi à ici, je pouvais déjà évaluer un risque de glissade, en multipliant la probabilité de ce risque, qui est faible si j'ai des chaussures qui est faible si le sol, il n'y a pas d'huile dessus, mais qui peut être plus important sur la conséquence, par exemple, si je me casse la jambe. Donc la conséquence, ça sera que je ne peux pas prendre de trisoire, qu'après demain je ne peux pas assurer, etc., etc. À chaque fois, on va évaluer le risque par rapport à ça. C'est pas à négliger. Ce qui veut dire, c'est pour ça que je ne vais pas parler que du risque de noyade en piscine, qu'à partir du moment où on est personnel de piscine et responsable d'équipement, les risques auxquels on pense le risque majeur, puisque c'est celui qui a la conséquence la plus grave, mortelle, c'est le risque de noyade, mais il est bien évident qu'à partir du moment où, quand j'accueille un baigneur une fois par semaine, il y a aussi une catégorie de personnes que je vais exposer 35 fois plus à ce même risque, qui est mon personnel. C'est-à-dire que sensibiliser les maîtres nageurs au titre du risque, c'est bien. Ça, en général, ça fonctionne parce que réglementairement, c'est prévu par les textes. Mais il y a des risques associés qui ne sont pas forcément pris en compte, alors qu'ils peuvent intéresser tout le personnel de la piscine et être vus comme une méthode de management transversale qui permet de fédérer, de motiver l'équipe et d'éviter certains clivages qu'on voit trop souvent et qui jouent toujours au détriment en fait, de la gestion du risque. On m'a demandé aussi d'intervenir au titre de la formation à ce risque, et effectivement c'est une grande partie de mon activité. Quand on parle de formation, souvent on me dit oui, bon bah écoute, voilà. En fait, il y a une différence essentielle qu'on va faire entre formation ou information. Quand on accueille un client, qu'est-ce que le client attend? Le client, il attend déjà bien entendu le respect du code de la consommation générale, c'est une question de sécurité. Il attend aussi, ou vous attendez de lui qu'il respecte, par exemple, le règlement intérieur. Et à partir de là, on est sur un code de comportement, globalement accepté, où le client lui-même ne sait pas,
Bon, bah, il y a la sécurité, il y a un type qui est sur une chaise qui m'a fait un petit signe quand je suis rentrée sur le bord du bassin, il y a l'autre là-bas qui est sympa, qui porte un t-shirt. Le rôle exactement de chacun. Dans les vestiaires, il y a quelqu'un aussi qui m'a dit qu'il fallait que je retire mes chaussures, que là où j'étais, c'était pas bon. Mais en fait, je ne fais pas vraiment la différence entre les différents intervenants. Et pour moi, tout le monde, c'est du personnel piscine. Et souvent, quand on est soi-même en fonctionnement ou quand on est en management dans une piscine, on ne voit pas la différence. On est chacun sur sa mission, chacun sur sa tâche. On ne voit pas les choses de façon plus globale. Ce qui veut dire que le client, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une suite d'interdits, d'obligations, de choses qui vont bien, de choses qui ne vont pas bien, et il se dit que finalement, si lui respecte ça, il a fait sa part du contrat, et puis c'est tout. Pour l'employé, c'est pas du tout la même chose. On n'est plus dans une simple information, on n'est pas dans un code. Pour l'employé, vous connaissez tous pour les managers, bien sûr, les révisions, le poste, les révisions annuelles sur le PSE1. On commence à parler des normes européennes, comme on a vu tout à l'heure, avec par exemple cette notion justement de poste qu'on peut adapter en fonction des circonstances prévisibles, en fonction de la fréquentation prévisible, en fonction du fonctionnement prévisible de l'équipement. Et puis surtout, il y a un aspect qui est essentiel, qui est l'évaluation des risques dits professionnels. Risques professionnels à la piscine, c'est tous les risques auxquels on soumet les clients, plus les risques spécifiques qu'on a au titre de sa présence 35 heures par semaine dans l'équipement. C'est une obligation depuis 2001. Il y a encore énormément d'équipes et d'équipements qui n'ont pas listé la totalité des risques professionnels, qui aboutissent à l'élaboration d'un document qu'on appelle le document unique, que doivent connaître toutes les équipes. Ce document unique, au même titre que le poste pour la gestion du risque global, doit lister l'ensemble des circonstances qui peuvent favoriser une mise en danger du personnel dont je suis responsable, et qui doit évidemment, en face de chaque risque et de chaque danger répertorié, proposer une solution et une prévention. Ça veut dire que quand on commence à parler formation et par intervention, ce type de situation, donc ça c'est une diapo que j'aime bien, parce que moi j'ai trouvé là 9 risques potentiels par rapport à des enjeux possibles. Vous voyez, on arrive dans une piscine, voilà ce qu'on a. Donc si on commence à avoir cette démarche de prévention, qui est aussi une démarche qualité, comme on a vu tout à l'heure, vous voyez tout plein de choses, risques chimiques, risques électriques, risque pour l'usager, risque pour le personnel, la position, enfin il n'y a rien qui va là. Et bien entendu, la méthodologie elle-même qui fait qu'on n'aura pas une surface propre à la finale. Donc zéro qualité en résultat. Pas vraiment spécialiste. Parce que là, je ne dis pas, ça doit sentir mauvais. C'est quelle piscine? Laquelle, non? Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'on va se poser ces questions-là, il faut réfléchir de façon professionnelle sur les responsabilités et les obligations pour l'employeur. Les responsabilités, je laisse ça aux juristes, mais bon, vous les connaissez quand même globalement. Et les obligations, c'est-à-dire que l'employé, à partir du moment où l'employeur est face à ses obligations, doit aussi être capable de faire la liste en réponse et en miroir de ce à quoi il est soumis. Ça veut dire aussi que la conception des locaux elle-même, dès le départ, doit faire partie de cette démarche qualité en prévention des risques. Et que c'est autour de cette démarche qualité qu'on peut fédérer toute l'équipe. Ça veut dire qu'une fois qu'on a imaginé tout ça, il va falloir mettre une procédure en place qui vont bien, qui est une réponse au danger. Les moyens, les obligations pour le responsable, d'abord les obligations de formation, vous en avez. Vous avez des obligations de formation, en particulier dans le cadre d'employés, la fonction publique, avec les formations CNFPT par exemple, mais aussi toute l'offre que j'ai mis entre guillemets, privée, et seulement soumise à déclaration d'activité. Ça, vous le savez bien aussi. Ça veut dire qu'à la piscine, il n'est pas aberrant de faire une formation, par exemple, travail en hauteur. Il n'est pas aberrant de faire une formation, j'accueille le public, mais je vais expliquer à mon personnel pourquoi il doit se tenir de tel côté, pas de tel côté. Et ce n'est pas seulement destiné à une c'est toute l'équipe en place, dans l'équipement, qui doit parler le même discours. Une fois que l'équipe aura compris et aura été formée à ces risques-là, il aura un discours beaucoup plus responsable et cohérent.
de là, vous impactez directement le comportement du public. Ce qui valorise aussi les missions de chaque agent et qui évite d'avoir un clivage, le maître nageur au soleil et avec ses lunettes sur sa chaise de surveillance et le technicien à la cave. Et bien sûr, ça veut dire aussi obligé. Obligé, je pense au respect des procédures, une fois qu'on les a rédigées entre mains, et puis à tout ce qui va bien en termes de prévention. C'est-à-dire, par exemple, ça, là c'est un technicien qui, que ça soit mieux, il veut bien faire. Donc Monique lui a expliqué que quand on a des bidons et des produits chimiques, il ne faut pas surdoser, donc il a un petit entonnoir. Donc vous voyez, tout faut aussi, hein. Au moins 4 formations, quelque chose qui ne va pas. Là aussi, pourtant, ça devrait bien aller, puisque moi je suis directeur de la piscine, j'ai fait un stabilité centrale, je suis fière. J'ai un beau tuyau, j'ai des beaux bidons, tout qui va bien. Monique m'a dit que c'était tel produit qu'il fallait mettre sur le garage. Pourtant là aussi, il n'y a rien qui va. Si le personnel n'est pas formé et sensibilisé, vous avez un risque important. Risque lié aux produits chimiques, hein, le bidon qui va boucher, risque lié à l'encombrement des surfaces, le tuyau qui est... Et enfin, malpropreté et non-respect de l'hygiène des produits. Là aussi, le risque c'est quoi? C'est un toboggan à produits chimiques, je pense. Le risque que vous voyez, les bidons d'acide qui descendent par là. Donc il y en a un au-dessus qui tient la corde et l'autre en bas qui récupère. Il y a l'idée. Oui. Donc ma photo n'est pas très bien prise, mais j'en avais pas, j'étais plus parlant. C'est qu'il y a quand même eu un renfort à un moment donné, donc ils ont rajouté ressoudé une barre, qui est complètement pliée quand même. Hein. Là aussi, sécurité des pics, c'est quoi ça? Piscine extrêmement récente, hein, toute neuve, inauguration, pédiluve qui n'est pas aux normes, puisqu'il ne doit pas être enjambable. Donc, on n'accepte pas la livraison du chantier, on fait casser toutes les plaques, on recommence. Et puis vous voyez qu'en termes d'accessibilité, il y a aussi des choses qui vont pas. Accueil du public, obligation de sécurité, obligation de résultat. Là, il n'y aura pas de noyade, il y aura seulement biberonnage du shampoing qui a été laissé là. C'est aussi un risque. Est-ce que c'est le maître nageur qui doit gérer ce risque? Forcément. Ça peut au contraire. Mais il faut qu'il y ait à un moment donné une véritable communication et une formation sensibilisée tout le monde. Ça vous plaît? Donc là, alors là, il n'y avait personne, mais enfin, ils avaient des collègues qui travaillaient en banque, station technique. Puis il y avait Monique. Et Monique est passée par là. Bah, si c'est nager qui tombe dans l'eau, on s'en fout, parce qu'il sera déjà cramé avant, donc de toute façon, il sera mort. Et en plus, il aura fait mourir ce collègue qui est en train de tripoter qui est en train de toucher la manette de la vanne pour faire son lavage de filtre à ce moment-là. Donc de toute façon, tout le monde est mort. Là aussi, j'ai été interpellée pas plus tard que la semaine dernière. Oui, Monique, on a une équipe, on ne savait pas qu'ils venaient faire des réparations sur le bord du bassin, sur les baies vitrées. Ils sont venus avec tout leur appareil électrique. Le directeur se contente de mettre une barrière obligation de sécurité. On fait travailler les gars, ils sont à 1,50 m. Qu'est-ce qu'on fait en tant que maître nageur? On est formé, on sait qu'il y a une réglementation électrique. On peut mettre en place un droit de retrait ou pas? Mise en péril immédiat de ma vie et de la vie de tous ceux qui sont dans l'eau ou qui touchent à l'eau d'une façon ou d'une autre. Là aussi, donc là c'était la piscine est en chantier, vous avez bien compris. Donc, alors ils ne savent pas que je les prends en photo parce qu'en fait je suis de l'autre côté du bassin, c'est un bassin de 25 par 50, c'est mon téléobjectif. Donc il y en a un qui est en train d'étaler de la résine, donc qui est à peu près, bon il n'a pas le masque qui va bien, mais enfin il y a quand même une idée à un moment donné qu'il faut se protéger. Et puis l'autre à côté qui arrive et qui est en train de cloper. Je ne liste pas, et ça c'est la même piscine. Et là, il est sur 10 cm. C'est dû à risque professionnel, mais c'est aussi une conception globale de la prévention du risque. Et là, ça vous choque parce que je focalise, mais
Les actions les plus habituelles et les plus routinières sont celles qui, tant qu'on n'a pas la formation qui rend l'œil critique, n'interpellent personne. Le coup de fil de la semaine dernière, la piscine m'a appelé parce que j'ai fait une formation au risque il y a 3 mois. Je suis sûre qu'il y a 3 mois, il y aurait eu la même intervention, personne ne m'appelle. Ils n'auraient même pas pensé qu'on les voir pour les réglementer. Ce qui veut dire que si prévenir, c'est maîtriser les risques, c'est surtout qu'il faut intégrer la prévention à la conception de manière à ce que les installations, les équipements représentent le niveau le plus faible possible. Et là, malheureusement, le plus souvent, vous arrivez dans un équipement, vous n'avez pas le choix, vous faites avec. Donc il va falloir adapter les choses. Et effectivement, quitte à en limiter certaines utilisations. Il n'y a pas d'autre solution quand on ne peut pas gérer des choses. Ça veut dire que, bien entendu, ça réduit le risque d'accident. Et pour les exploitants, réduire les risques d'accident d'une maladie professionnelle ou d'origine professionnelle, ça veut dire moins de monde absent. C'est-à-dire qu'on évite de fonctionner en mode dégradé. On va prendre l'expression tout à l'heure. Jamais je l'ai. Ça veut dire que d'abord, on améliore les conditions de travail pour tout le monde. Et quand on améliore les conditions de travail, on crée une dynamique d'équipe qui rend chacun responsable de sa sécurité. Si on est responsable de sa sécurité, on devient aussi globalement responsable de la sécurité de tout le monde, et en premier de la sécurité des usagers. Et là, on est content, on est bien. Voilà, merci. Toujours un appareil photo. Juste qu'il y a 2 ans, on a plus de 500 millions de photos dans l'équipement. Je ne sais pas si ça arrive en. Chez quoi? Il y a un peu plus de je pense que c'est dans tout le monde. Non, l'entraînement, c'est pas chez toi. C'est juste simple. Il est clair qu'avoir l'œil critique, former son personnel à exercer cet œil critique et se remettre en cause régulièrement, et la seule façon, c'est de créer des phases, exactement comme vous faites pour le poste. Le poste, depuis maintenant 15 ans presque, c'est quelque chose qui est rentré en dépense. Les exercices, les processus d'intervention, c'est rentré dans les risques. La politique de maîtrise des risques et de prévention des risques, on n'y est pas encore. Et pourtant, c'est un excellent outil en termes de management d'équipe. C'est la seule façon de mobiliser chacun et de rendre chacun fier de ce qu'il fait et de le renforcer sur les prérogatives et sur les attentes et les responsabilités qui sont liées à son poste de travail. Voilà, ça sera le prochain. Monsieur Caston. Je sais pas, il y a des questions? Oui, juste une précision à apporter, c'est juste un petit clin d'œil, les toboggans qu'on a vus, puisque c'est mon équipement, que j'ai en gestion depuis février 2011, c'est pas un toboggan. J'ai prévenu le petit poisson qui allait avoir une feuille chez nous. Parfait, ça j'en profiterai pour faire part au service technique. Donc c'est pas un toboggan acide, mais un sac de centrale d'acide et de munitions. Moi j'ai vu des bidons de produits qui passaient dessus. Moi je veux bien vous croire. Je suis arrivé en février 2011, mars 2011, la demande de service technique pour lancer quelques jours avant le colloque pour modification. J'ai toujours refusé. Il est clair que là, la seule solution, c'est qu'il y avait un bon charge, il y avait un système de plateforme. Voilà. Il est clair que c'est une aberration, c'est quelque chose. Je suis complètement d'accord. Le coût de la non-sécurité, il est toujours énorme, puisque les conséquences peuvent être énormes. Se prendre un bidon de produit dans l'œil ou se retrouver aspergé avec ce produit, les brûlures que ça va générer, sans compter l'effet que ça produit et les dysfonctionnements dans l'équipe et tout, ça a un coût qui est sans commune mesure avec les, ça passe 5 000 € de la remise en état de la plateforme. Il n'y a pas photo. Donc là, c'est le rôle aussi des responsables d'équipement de remonter ce genre de choses. Quitte à dire, tant que je n'ai pas la plateforme, je ne peux pas fonctionner. En fait, dans la situation de prévision de la donnée, c'est compliqué en sens, même les prédécesseurs qui étaient... Non mais entériner la non-sécurité, ce n'est jamais une réponse. Et monsieur le juge, le jour où vous aurez un problème, ne l'entérinera pas. Donc, je suis bien d'accord. Mais en fait, sur cet équipement-là, pour prendre l'exemple concret, c'est un équipement qui couvre 2 services, donc le service technique, mais qui n'est pas sous responsabilité. Non, je suis bien d'accord. Mais on n'en a rien à faire de ça. Mais je suis bien d'accord avec vous. Le problème, c'est que je veux dire qu'on peut, il y a un moment, on ne peut pas agir sur les services qui ne nous appartiennent pas. Moi, j'ai beau faire des demandes, j'ai beau passer par mon DGA et alerter le mur à ce sujet-là, si
Si service technique, on gagne pas les travaux. Ce que disait monsieur, c'est la seule réponse possible à un moment donné, c'est ce que disait monsieur Grandlat, on limite l'utilisation de la piscine. C'est la seule réponse possible. On ferme la piscine, là, et là, vous êtes pleinement en responsabilité par rapport à ce qui va se passer. Et le propriétaire ne peut que dire merci. Il ne peut que vous dire merci quand vous le faites. Merci. Ça, c'est quand même de la théorie. Sur le terrain, c'est un inversement. On va rarement jusqu'à ce rapport de force. Globalement, le but, c'est quand même d'être dans votre... Vous êtes les professionnels, vous devez convaincre, et vous avez quand même en général les chiffres du bien qui permettent d'expliquer les choses. Donc votre rôle, c'est aussi un rôle d'information à ce niveau-là. Oui, le rôle d'information, il est relativement simple à mettre en place. Après, comme disait votre collègue, si le service bâtiment, ils n'ont pas le budget, parce qu'aujourd'hui, il faut quasiment prévoir à l'avance un an ou un an et demi les travaux, etc. Comme vous parliez des 5 000 € tout à l'heure, le problème c'est que les 5 000 € c'est quelque chose de concret, une dépense immédiate, alors que la prise de risque. Oui, c'est un milliard. Oui, mais en attendant. En attendant, je prends une boîte et je fais brouetter par mes gars. Et je fais passer par l'entrée, je fais tout le détour jusqu'au service. Et je ne fais pas passer, mais même si c'est un rapport de force aussi. C'est un rapport de force. Mais quand on est sur place sur le terrain, c'est loin d'être évident de mettre en place. Ça demande beaucoup de conviction. Mais cette conviction, elle doit être supportée par toute l'équipe. Et quand c'est toute l'équipe qui est face et qui accepte ou qui n'accepte pas ce risque-là, on est beaucoup plus fort. Quand on est en responsabilité et que la seule façon de dire c'est j'ai pas les sous donc on continue à faire moyen, donc j'ai pas d'argent, je peux pas construire de pont donc vous allez continuer à traverser l'autoroute, je sais que de toute façon un jour ou l'autre il y en a un qui va se faire écraser. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité d'appeler le comité de sécurité? Typiquement, sur ce genre de situation, oui. On peut interpeller. Mais vous avez une aide. Il y a un rôle consultatif, mais c'est on a eu des fois que les rapports qui étaient transmis, tout le monde était au courant. Je suis triste pour vous. Je suis triste pour vous, mais c'est pas moi qui irai en tôle et c'est pas moi qui vais prendre le bidon d'acide sur la vidéo. Et concrètement, quels sont les leviers quand on repère un risque comme ça? Quels sont les différents leviers qu'on peut avoir? Alors, le premier levier, c'est déjà de répertorier le risque s'il n'a pas encore été répertorié. Le deuxième levier, et là c'est extrêmement simple, c'est de voir qu'on n'est pas dans le code de la construction. Vous dépendez du code de la construction et en particulier de la réglementation ERP. Alors, ERP, établissement type X, établissement sportif critère. Là, vous avez toute une série d'obligations de moyens qui prouvent que vous devez stocker, manipuler, etc., dans les conditions qui conviennent. Et puis après, il y a l'obligation générale de sécurité qui fait que vous ne pouvez pas laisser les choses comme ça perdurer. Ensuite, vous avez effectivement des ACMO ou des ACFI, en fonction de la taille de votre collectivité, ou des préventeurs. Maintenant, il y a des grosses collectivités qui ont aussi des préventeurs, qui vous permettent, eux, d'avoir des moyens qui permettent de monter des dossiers, de faire plus vite l'autorité qui va décider des finances. Tant qu'on ne peut pas faire, on ne fait pas. C'est-à-dire, par exemple, je vais reprendre une diapo qu'il y avait, il y a un moment donné, qu'il y a une personne qui est en train de travailler sur un mur, hein, c'est ça? Oui, sur un volet mobile. Sur un volet mobile, ouais. On peut imaginer qu'il y a sûrement même des produits. 15 cm. Donc là, c'est quoi? C'est le retour fait pour la personne? La personne, elle estime, oui, mais encore faut-il, là c'est une entreprise extérieure, délégataire, qui est arrivée, le gars il ne parle pas français, il ne connaît pas ce droit, c'est même pas sûr qu'il travaille, tout va bien, etc. Le va normalement oui, puisque l'autorité publique doit s'assurer qu'il est conforme, l'entreprise doit respecter les normes. Moi je suis gestionnaire d'équipement, je suis responsable de l'accident du bâtiment. Donc moi mon rôle c'est de dire je n'accepte pas qu'un intérimaire ou quelqu'un qui m'est placé par une entreprise extérieure travaille dans ces conditions-là, puisque s'il tombe de 2,50 m, je sais qu'il a sécurité de l'autre. En tant qu'exploitant, toutes les entreprises que vous avez qui appartiennent chez vous sont placées sous votre responsabilité, validation. Vous avez au minimum un devoir d'alerte, puisque et que vous êtes formé à ça. Il ne faut pas oublier qu'à la piscine, vous avez un diplôme, que ce diplôme il contenait un certain nombre de référentiels de formation, que le fait de l'avoir validé, d'être titulaire du BESAN
et de participer à des formations à la sécurité en complément, ça vous donne toutes les prérogatives pour pouvoir intervenir. Alors, en tant que ça, on n'est pas formé au code de la construction, on n'est pas formé au étranger. Vous avez la chance d'en avoir, bien sûr. On est formé pour l'intervention, on n'est pas formé pour la prévention. Vous n'avez jamais fait une F4 ou F6 dans votre formation des armes? C'est que la nana qui a fait ça, la nana. La nana, c'est moi. Enfin, je ne suis pas la seule à faire ça. J'interviens sur ce QF. Et donc, dans le référentiel, ça existe et j'en parle moi dans le référentiel. Un maître nageur en piscine, voilà, il va être plutôt sur le champ d'intervention. Bien entendu, mais on reprend la problématique depuis ce matin. Où est la prévention? Où est le risque? Est-ce que c'est uniquement savoir intervenir et secourir? Ou est-ce qu'on est dans une démarche qualité en termes de prévention de ce risque? C'est bien plus intéressant que le danger n'apparaisse pas, plutôt que d'avoir à gérer les conséquences du danger. Et la noyade n'est pas le seul risque à la piscine. C'est quelque chose qui s'applique même en dehors des piscines. Les agents, je parle des collectivités territoriales, mais les agents ne sont pas du tout formés à la prévention des risques. D'où l'importance de la formation. Bien sûr. À savoir que la collectivité a obligation de former les secteurs sécuristes du travail, 1 pour 20 selon les postes, et suivant les collectivités, quand nous on est dans une collectivité où il y a des formations qui se mettent en place, que ce soit les maîtres nageurs, les techniciens de surface, tout le monde participe. Et c'est vrai que ça participe à la prévention. Bien sûr, et à la sensibilisation, et surtout faut pas oublier que les SST comme les ACMO ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif. Donc si on veut vraiment avoir des directives, il faut passer à un cran au-dessus, c'est-à-dire à un préventeur ou un ACFI. Et là, c'est les CIG qui peuvent vous aider. Est-ce que vous pouvez me parler un peu vous savez, ce document sur lequel on consigne les problèmes de sécurité le registre hygiène et sécurité qui est obligatoire, qui dépend aussi de la réglementation des ERP. Ce registre, il est obligatoire. Effectivement, il doit être mis à disposition et montré sur simple requête à l'autorité territoriale. Et tout le personnel de la piscine y a accès. Il n'est pas réservé au directeur de la piscine, ni au service technique. Des fois, c'est un document qui est un peu magique, qui se balade quelque part. Il doit rester dans l'équipement. Il ne doit en aucun cas sortir des murs de l'équipement. C'est pour ça que c'est le seul document qui est obligatoire de le ranger dans une armoire inifugée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son fonctionnement? Son fonctionnement, j'ai débranché, mais il y a des colonnes, intervention sur de telle nature, à telle date, à tel endroit, etc. Par qui? Et on signe. C'est un document qui ne fait aucun aller-retour, qui reste dans l'équipement. Vous pouvez dire, il me semble qu'il y a une page sur laquelle on fonctionne bien, et il doit y avoir un retour de hiérarchie dessus. Ça, c'est pas un registre hygiène et sécurité, c'est une main courante. Le document non, c'est celui-là. Non, il n'y a pas. Après, c'est un fonctionnement de communication interne. On n'est pas obligé d'avoir un document qui existe, ça peut se faire ici par mail. Après, c'est de la formation. Il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Quel est l'intérêt si on repère un risque pour le faire monter par la dernière du registre? Non, vous le faites remonter par tout moyen que vous estimez intéressant. Donc ça peut être d'abord un commentaire oral, sachant que les paroles sont belles, donc les symboles. Et ensuite, effectivement, ça peut être, si ça existe, un document écrit de type petit carnet de circulation entre l'équipe, parce que souvent la piscine c'est aussi un lieu de santé par rapport à la hiérarchie en mairie ou en communauté d'agglo. Et puis ça peut être un mail, ça peut être une note de service, ça peut être une lettre écrite à son DG, ça peut être tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous estimez intéressant. Quand on est dans une collectivité territoriale, on respecte quand même l'organisation hiérarchique. On s'adresse d'abord à son directeur de piscine si on n'est pas sur le directeur, et puis ensuite le directeur s'adresse ensuite à son responsable de sport et on va se Je crois que je vous invite à venir à la communauté d'agglo quand même. On ne va pas ouvrir souvent les piscines. Le but c'est quand même, c'est pas de décourager, c'est pas de faire fermer les piscines, c'est évidemment. Le but c'est d'améliorer en pensant que à partir du moment où on travaille dans le bon sens,
on travaille d'abord pour soi, et que travailler pour soi, c'est aussi travailler pour l'accueil. Tout le monde est bien d'accord, il faut travailler dans le bon sens. Moi, je suis globalement d'accord avec votre discours. Après, la réalité du terrain fait que malheureusement, si on applique tout ce que vous dites, pour les matins, j'ouvre pour la piscine. C'est très bien. Et j'ai beau envoyer des mails, j'ai beau envoyer... Vous allez peut-être devoir procéder à des adaptations. On va appeler ça gentiment comme ça. Et là encore, si vous n'en avez pas les moyens techniques, vous réduisez l'offre que vous faites, vous réduisez l'exploitation. Il n'y a pas d'autre alternative. Une dernière question. Oui, c'est très rapide. Le registre hygiène et sécurité, donc l'hygiène obligatoire, il y a un autre registre qui s'appelle danger grave imminent. Il n'est pas obligatoire. Absolument pas. Ça peut être toute la vie sur lequel vous êtes tombé. Nous vous laissons la parole. Merci. Bonjour, donc en préalable, c'est vrai que je crois que je dois faire là, beaucoup me connaissent, j'ai connu dans votre association. Au début, le type qui était prévu, c'était la position de la Fédération française de natation, la délivrance des tests de natation par les maîtres nageurs. On ne m'avait pas demandé le titre. Et donc je suis en retraite, donc je ne représente pas la Fédération française de natation. Je vais simplement vous parler de la réflexion qui nous a amené à nous interroger sur les tests de natation, sur leurs limites, voilà. Et puis ce qu'on a proposé pour essayer de pallier à ce qu'on pensait être à un moment donné, j'ai envie de dire, des tests qui ne répondaient pas exactement à ce qu'on pouvait en attendre. Voilà. Donc les tests de natation et de savoir nager, j'ai envie de dire, j'ai commencé comme ça, en disant que, il y a un premier constat, c'est qu'il y a des personnes qu'on dit qui nagent et puis qui se noient. Après, on peut se poser la question de savoir dans quelles conditions ils se noient et comment ils se noient. Et alors qu'il y en a d'autres également qu'on dit qu'ils savent nager, qui sont capables de les sauver. Donc en fin de compte, à un moment donné, la notion de savoir nager peut-être est-elle différente d'un cas ou d'un autre, ou d'une situation à une autre. Je me suis entendu dire par des inspecteurs l'inspecteur général de l'éducation nationale que le plus grand nombre de personnes qui se noyaient étaient les personnes qui savaient nager. Ça, je dirais les yeux dans les yeux, et voilà, c'est ce qui m'a quand même été dit, mais je préfère quand même qu'on apprenne à nager. Voilà. Un second constat, c'est que la délivrance d'une attestation de 50 mètres est dans la majeure partie des cas admise comme une attestation d'un savoir nager. Il y a quelques temps, quand ça existait encore, on demandait ce type de test pour entrer, passer les concours, entre autres. Voilà, ça c'est un constat. Un troisième constat, c'est hors des cycles scolaires, que j'ai bien souvent l'objectif d'un cycle d'apprentissage individuel ou collectif consiste à parcourir 25 mètres. Et on revient à ce qui a été dit ce matin sur les plages, quand on nage dans des petits bassins et qu'on a une attestation parce qu'on est capable de nager dans ces petits bassins qui font 8 sur 3 ou 8 sur 4. Bon voilà. Je crois que ça, c'est un certain nombre de constats qui doivent nous amener à nous interroger. Maintenant, les savoirs nager officiels, il y en a plusieurs, j'en ai pris quelques-uns. Forcément, quand on fait un exposé, on fait des choix. Donc j'en ai pris quelques-uns. 1996, en classe de 6e, en eau profonde, il faut être capable de sauter ou plonger à des distances données. La distance n'est pas définie. Sans interruption, se maintenir sur place et rechercher un objet immergé. Le temps d'assis sur place n'est pas défini. Voilà, l'objet est immergé, pas trop. Juillet-octobre 2004, école élémentaire, il faut être capable de nager 15 mètres en eau profonde sans appui ni brassière. Ça, c'est en école élémentaire. En secondaire, c'est parcourir à 50 mètres ventral dorsal, maintien sur place 10 secondes et remonter un objet immergé à 2 mètres.
Les centres de vacances, donc dans toutes les traits qui ont sorti, donc depuis 2000, 2003, 2004, 2005, parcourir 20 mètres et passer sous une ligne d'eau tendue dans une profondeur au moins égale à 1,80 m, il faut être capable de faire une chute arrière et ça se passe, le test se passe avec une brassière. Ça c'est pour participer aux activités nautiques. Donc on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de définitions de savoir nager, ou au moins où l'État ou à un moment donné un certain nombre de personnes ont essayé de définir un savoir nager. Et ensuite il y a l'habitude aussi. La notion de savoir nager. Juste, c'est quand même une qualification. Oui. Les notions. Oui, c'est oui. Il n'y en a pas d'officiel, voilà. C'est pas les. Non, la troisième, c'est jeunesse et sport. La troisième, c'est jeunesse et sport. C'est l'État. C'est l'État. Voilà. Cette notion diffère selon les auteurs en quelques mots. Cato et Garoff, la problématique du savoir nager, elle est tournée autour d'une triple problématique permanente, l'équilibre, la respiration et la propulsion. Alors, Schmitt, en 90, distingue des savoirs nager. Il dit il y a un savoir nager, il y a un savoir se sauver, il y a un savoir sauver les autres, et il y a des savoirs utiliser le milieu. En fin de compte, en fonction des activités, on va avoir des savoirs qui vont être différents. Nathalie Gall, 1993, nager, c'est la première et c'est la seule où on trouve vraiment quelqu'un qui définit une distance. À un moment donné, et elle ne l'a pas défini tout le temps d'ailleurs, 1993, elle dit c'est nager 300 à 400 mètres en crawl et elle rajoute sans se fatiguer. En 1999, elle dit se déplacer dans le milieu, c'est à un moment donné se confronter à une logique de durée en termes d'épreuve. Elle dit bien d'autres choses. Mais bon, voilà, j'ai choisi quelques éléments de ce qu'elle a pu écrire. Didier Cholet, 97. Nager, c'est en équilibre stable une modélisation d'une suite de segments visant à se déplacer dans un milieu aquatique. Thierry Terray, le savoir nager sécuritaire est une motricité d'adaptation et non performance. Et non de performance, pardon. Donc on a aussi d'autres notions. On se rend bien compte que la notion de savoir nager, tout le monde a sa propre idée de ce que c'est que savoir nager. Maintenant, si on regarde les activités aquatiques, je reprends un schéma qui a été fait par mon collègue Bernard Boulet à l'époque. On s'aperçoit qu'il y a une première, les activités aquatiques, c'est quoi? Il y a la découverte, la première adaptation, l'apprentissage, les pratiques sportives. Ça, c'est un premier axe vertical. Il y a un deuxième axe vertical. On a les jeunes enfants, l'éveil, les femmes enceintes, l'épanouissement de la personne, natation pour tous, la santé, la lutte contre la sédentarité, bien vieillir, le handicap, l'handisport. On est dans des formes bien-être, santé. Là, on est aussi sur une autre forme de savoir nager. Et puis on a un troisième secteur, les pratiques nautiques aquatiques, baignade, les loisirs saisonniers, être en sécurité dans l'eau, les tests nautiques, la traversée, les randonnées de natation, les pratiques touristiques, la natation en eau libre, les eaux vives, les pratiques extrêmes. On est dans une natation en milieu naturel. À chaque fois, on passe sur une ellipse transversale qui est de toute façon, à un moment donné, on va être obligé d'apprendre les fondamentaux et on va être obligé d'apprendre à nager. Quoi qu'on fasse, dans ces activités, on va passer par cette obligation. Ensuite, on est sur l'autre ellipse qui est de la complexification de cet apprentissage. Si je prends l'axe vertical, on est dans une logique de l'activité, on apprend à nager pour pratiquer une activité, être performant, entre autres, à aimer la compétition et autres. Si je prends un deuxième axe, ici on est sur une logique de la personne, la personne vient apprendre à nager à d'autres fins que celles de nager, c'est-à-dire la natation ou nager à ce moment-là, c'est simplement pour son développement psychologique, le développement psychomoteur, pour être en bonne santé. On est sur une logique de la personne. Et ici, ensuite, nager, on va être sur ce qu'on appelle la logique du milieu, c'est-à-dire qu'on va nager en fonction du milieu. Et effectivement, la logique du milieu, à ce moment-là, le milieu va avoir une prégnance relativement importante sur la capacité de nager et sur les compétences qu'il va falloir qu'on développe pour nager. C'est pas la même chose de nager en mer, et c'est pas la même chose de nager en Méditerranée que d'aller nager, par exemple, dans le sud-ouest. Voilà.
ne serait-ce que pour les vagues, ou alors dans la mer du Nord, ne serait-ce que pour le froid. Donc voilà, donc il y a des problématiques qui sont complètement différentes. À partir de là, eh bien, je crois qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que ça peut être un savoir nager? On ne peut pas définir un savoir nager sans prendre en compte l'ensemble de ces problématiques-là, sachant que la problématique du milieu naturel sera de toute façon très, très difficile à cerner. Nager aujourd'hui, j'ai pris deux auteurs qui me semblaient relativement intéressants dans leur définition. C'est pareil, c'est un choix personnel. Autre définition, Patrick Pelayo, 1999, évolution dans un milieu aquatique sans la possibilité immédiate de reprendre un appui solide, se sortir de situations imprévues ou périlleuses pour respirer. Je crois qu'il a bien défini. Le terrien, il n'a pas de problème. Il store une cheville sur le bord du chemin, il risque pas sa vie, sauf qu'il tombe sous un camion, mais en fin de compte, il risque pas sa vie. À partir du moment où on a un risque dans l'eau, là, on est dans une situation totalement différente. Il faut être capable, à un moment donné, de ne pas être obligé de revenir tout de suite pour reprendre un point d'appui. Et j'aime bien son approche. Son approche a donné, d'ailleurs, l'a amené avec Didier Cholet, Rosier et puis Maillard à faire un test qu'on appelle le Pécho-Marot. Georges Hébert, tome 5 de 1959, vous savez qu'il est mort en 57, donc 59 il n'est pas une erreur, ce sont des ouvrages qui sont sortis en post-mortem, je le rappelle. Lui il disait que c'est de flotter son mouvement ou un mouvement réduit, évoluer de diverses façons, assurer sa propre sécurité, se déplacer en fonction de ses possibilités organiques, donc là, les possibilités de chacun, et être préparé à faire face aux incidents et aux dangers. On voit bien chez ces deux auteurs-là que la notion de sécurité, par exemple, prime, et qu'on est effectivement peut-être sur une autre approche du savoir nager. Je ne dis pas que les auteurs précédents n'étaient pas sur une notion de savoir nager inintéressante, c'était une savoir nager éduqué qui est mis dans un complexe éducatif. Et là, eh bien, à un moment donné, eh bien, on est peut-être plus sur un savoir nager, je dirais, sécuritaire, et comme le dit Georges Hébert, eh bien, éventuellement utilitaire. Une étude réalisée en Seine-et-Marne montre que seuls 30% des élèves en capacité de réaliser le test officiel de 1996 réussissent le test de Pécho-Marot. Alors, qu'est-ce que c'est que le test de Pécho-Marot? Le test de Pécho-Marot, c'est un 50 mètres. Ce 50 mètres se fait avec une rupture, c'est-à-dire qu'il y a 7 tâches, où on doit plonger, ressortir, nager le plus vite possible, aller dans un saut, rester debout dans un saut pendant 15 secondes. Ensuite, on doit passer sous une ligne d'eau, on doit se mettre sur le dos, faire une flottaison dorsale, se redéplacer en nageant sur le dos et passer sous un tapis. Il y a des notions, il y a différentes notions. Le simple fait de faire des ruptures, eh bien, on s'est rendu compte que effectivement ça remettait en cause cette capacité de savoir nager quand on nage dans une piscine tranquille, en plus sécurisée. Il y a des bords, il y a le maître nageur, on est surveillé. Voilà, il y a très peu de ruptures et on n'a pas d'incident de parcours. Les tests de distance maintenant, que valide-t-il? Je crois que c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Il valide la capacité à se déplacer en utilisant les modalités du nage codifié ou assimilé au nage codifié. Voilà, je préfère dire comme ça, quelquefois elles ne sont pas du tout codifiées. Voilà, mais à se déplacer. Ensuite, il y a souvent une entrée volontaire dans l'eau à partir d'une hauteur, et on ne dit pas quelle hauteur, ça peut être du bord du bassin, ça peut être d'un flot, ça peut être d'un petit muret. Et parcourir une distance définie, qui n'est pas toujours définie, sans rupture de tâche. C'est-à-dire, normalement, sans incident. Voilà ce qui valide. Est-ce que c'est pour ça que ça valide un savoir nager? Valide-t-il une compétence sécuritaire, c'est-à-dire un parcours sans rupture? Aucune immersion de la face n'est demandée. Une ventilation libre ou faiblement contrainte. Or, on sait bien que c'est un des grands problèmes du savoir nager, notamment du savoir nager sécuritaire. Une maîtrise de la flottaison qui n'est pas démontrée, c'est-à-dire est-ce que la personne a bien pris conscience que si elle nage aussi c'est parce qu'elle flotte. Une capacité à s'orienter en immersion qui n'est... Voilà.
une capacité en immersion qui n'est pas... on va démarrer, pardon. Désolé. C'est dans la boîte. Pas du tout. Voilà, donc une capacité effectivement donc à s'orienter en immersion qui n'est pas vérifiée, une capacité à rester sur place en équilibre vertical, qui n'est pas sollicitée non plus. Donc là, si on reprend le grand schéma de l'ensemble des activités, est-ce que les personnes sont capables d'aller faire de la voile? Est-ce qu'ils sont capables de sortir d'un canoë quand ils se renversent? Est-ce qu'ils sont capables de se récupérer quand ils tombent? On peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'ils sont capables de s'orienter alors qu'une vague les a bousculés? Bon, voilà. À un moment donné, je pense que la notion de savoir nager, eh bien, il faudrait faire attention à ce qu'on délivre, et ça serait bien qu'à un moment donné, les professionnels insistent sur le fait que si on attribue un brevet de distance, il ne fait que valider le fait qu'on ait fait une distance, mais que ça n'a peut-être pas la valeur du savoir nager que les parents en attendent. Parce que bien souvent, c'est ça qui se passe. Alors, d'autant plus qu'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Je pensais qu'avec le temps, ça changerait. Aujourd'hui, on accepte de passer 35 heures ou 40 heures de formation pour pouvoir apprendre à conduire. Et les parents ne sont pas prêts à mettre plus de 10 séances pour apprendre leur enfant à nager. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut être raisonnable, modifier les comportements humains de terriens en des comportements humains, c'est-à-dire amphibiens, on va dire comme ça, et bien ça ne se fait pas comme ça, vous le savez tous, c'est très compliqué, ça demande du temps, et ça demande d'autant plus de temps, et éventuellement que les enfants peuvent être jeunes ou complètement n'ont pas la culture de la natation ou autre. Voilà, je crois que ça c'est important. Alors, on sait par exemple que dans le temps, ce dont par mon métier j'ai été amené à mettre en place, ça a été de réactiver l'école de natation française. L'école de natation française, elle est née en 1971, à une époque où le ministère, le secrétariat d'État Jeunesse et Sport a été rattaché au ministère de l'Éducation nationale. Et puis ensuite, ces thèses de l'ENF sont tombées en désuétude. Plus personne ne s'en occupait ou très peu de personnes s'en occupaient. Conclusion, l'État s'est complètement désengagé des thèses de l'ENF. Il y a eu une rénovation qui a été faite en 1997. À ce moment-là, la Fédération française de natation a acheté des droits et a déposé des droits dans le domaine privé. La fédération a essayé seule de son côté de définir un savoir nager, c'était le dauphin vert, et puis avait introduit la notion de multisport, puisqu'on pouvait passer un certain nombre de tests. Ça n'a pas été une grande réussite, voilà, c'est comme ça. En 2008, il y a une rénovation de l'ENF en essayant de rassembler un consensus le plus large possible autour de 23 fédérations et 2 groupements professionnels. Au sein du Conseil interfédéral des activités aquatiques, qui a rattaché au CNSF. Donc là, le NF est tombé dans le domaine privé. On a essayé de définir un savoir nager sécuritaire, on a essayé d'apporter de la pluridisciplinarité dans la formation des nageurs, et on a essayé d'amener la notion de la compétition. C'est-à-dire qu'on a bien voulu séparer à un moment donné ce qui était du domaine de la construction du jeune dans ses activités aquatiques et ce qui pouvait être de la compétition, qui devrait être une suite à la construction et pas un préalable.
Une progression structurée qui s'appuie sur une base solide. Donc, première étape, c'est ce qu'on a appelé le sauvetage. Donc, le sauvetage, je vous montrerai après, c'est effectivement acquérir des compétences minimales pour assurer sa propre sécurité, avec 8 tâches. On s'est complètement inspiré des tests de Pécho-Marot. On les a réorganisés différemment pour que ça soit plus dans l'objectif qu'on s'était fixé de la formation du nageur sur trois niveaux, à savoir le deuxième niveau, ce qu'on appelait le passeport de l'eau, une étape qui certifie l'acquisition de compétences techniques diversifiées, et c'était surtout l'enrichissement des habiletés motrices à travers la pluridisciplinarité de 5 disciplines. Malheureusement, au départ, on en voulait 6. Le sauvetage n'a pas voulu s'y associer. On a trouvé ça dommage, mais bon, on a eu 4 disciplines de la fédération, plus la Fédération d'études des sports sous-marins qui s'est complètement associée. Et puis, enfin, la troisième étape, c'est aller vers la compétition. Donc là, c'était garantir un savoir-faire qui permet de se confronter aux autres. C'est pas qu'il ne faut pas confondre les choses. À un moment donné, il faut avoir des garanties techniques pour se confronter aux autres. Et à un moment donné, il y a un savoir nager, c'est pas la même chose. Donc pour nous, ça nous paraissait important de différencier ces 3 équipes, ces 3 étapes. La 3 étape rentre très bien dans la construction du nageur. C'est-à-dire qu'on va essayer, pas à pas, d'avancer et en fonction aussi des capacités et des âges. On trouvait que faire de la compétition à un enfant de 7-8 ans, c'était ridicule et qu'il fallait plutôt essayer de le perfectionner plutôt que de l'emmener dans un type compétitif. Le sauvetage, eh bien, c'est cette tâche, être capable de réaliser une entrée dans l'eau simple avec une impulsion, être capable de réaliser une flottaison ventrale, être capable d'enchaîner un déplacement ventral et un passage en immersion et une sortie maîtrisée, être capable de se maintenir en position verticale, enchaîner une section de déplacement en surface et en immersion, réaliser la flottaison dorsale, réaliser une propulsion dorsale et ensuite enchaîner par une immersion. Vous voyez que à aucun moment on ne parle de respiration, de ventilation, mais le simple fait de réaliser 50 mètres, vous ne le faites pas en apnée, le simple fait de mettre la tête plusieurs fois sous l'eau, vous êtes obligé, vous avez une rupture ventilatoire, et le fait aussi d'aller chercher l'objet en fin de parcours, c'est-à-dire au bout de 50 mètres, si vous n'avez pas géré votre parcours d'un point de vue technique, quelle que soit la technique, ça nous était complètement égal, eh bien, vous étiez obligé d'avoir une maîtrise respiratoire. Donc ça nous paraissait important, et c'est vrai que c'est là-dessus qu'on a travaillé. Moi, ce que je vous propose, d'abord, je vous remercie à ce que je vous propose, c'est de regarder ce test. On pourra le commenter, je vais essayer de vous le commenter au fur et à mesure, et aussi le pourquoi des tâches. J'espère que ça va fonctionner, que ça va démarrer, parce qu'il y a des vite. C'est parti. Alors, la jeune fille, elle a 8 ans, ça se fait donc 100 mètres sur 25 mètres, sur 50 mètres, elle va sauter, elle saute dans l'eau. Immersion. Elle se laisse descendre sans bouger, pas de mouvement. Elle doit être capable de se laisser remonter sans bouger. Donc là, maîtrise des émotions, sensation. Ici, flottaison ventrale. La flottaison ventrale que l'on montre, c'est une position qui est une position allongée, mais la position n'est pas obligatoire. Passer sous un cerceau, se tenir en position verticale pendant 5 secondes, donc c'est vrai que c'est peu, mais tenir au moins en position verticale pendant 5 secondes. La façon dont les enfants s'y prennent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de réussir l'ensemble du parcours. Se déplacer, ils peuvent se déplacer n'importe comment, ça n'a pas d'importance. Ensuite, on va passer sous 3 obstacles qui est censé simuler éventuellement, si j'ai à passer sous des filins ou autre, une certaine aisance à aller sous l'eau, ressortir, aller sous l'eau, ressortir. Ensuite, effectivement, on me demande à ce que je fasse une flottaison dorsale, où je suis allongé et je ne bouge pas, donc maîtrise de la flottaison dorsale. Ensuite, être capable de me déplacer en marche arrière, c'est-à-dire être capable de me déplacer en dos, c'est-à-dire qu'à quelques moments ce soir, eh bien, non seulement je suis capable de me déplacer sur le ventre, mais je suis aussi capable de me déplacer sur le dos. Je vais arriver en fin de parcours à la hauteur de l'objet, je plonge, je vais le chercher, entre 1m50 et 1m80, suivant l'âge et la taille des enfants, je montre cet objet, voilà, et ensuite je termine sur le dos. Ce qui est important de comprendre, c'est que la façon dont les personnes s'y prennent n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est d'enchaîner les 8 tâches. Et c'est parce qu'on enchaîne ces 8 tâches-là que ce test-là il a été validé par
fédération handisport, parce que les enfants sont capables de réaliser le test complètement. Si un jour, si vous avez du temps, je vous montrerai le DVD avec moi, où on voit effectivement des enfants réaliser le 50 mètres en nageant avec leurs moyens d'handicapés, et ils réussissent complètement le test sans quasi d'adaptation. La seule adaptation qu'on va être obligé de faire pour les handicapés physiques, comme ils ont un problème de centre de gravité, la position verticale, plutôt que ça soit dans un cerceau, on a mis 2 lignes d'eau pour qu'ils soient capables de rester en vertical, et effectivement, la verticalité, c'est aussi un excellent moyen pour attendre. Comme il a été dit ce matin par le collègue canadien, eh bien, c'est voir où je suis, et me mettre en position verticale pour être capable d'attraper quelque chose que l'on tient, c'est-à-dire qu'effectivement, les enfants se retrouvent à ce moment-là dans différents équilibres. Voilà, merci. Je veux bien répondre à cette question. Alors, la question, ça va être celle-ci. Quand on est sur le bassin, je pense qu'il faut le savoir nager. Ceux qui sont dans la salle, effectivement, ça va être ça. Ça va être savoir se déplacer, maîtriser sa peur, son appréhension si on tombe dans l'eau, l'immersion, et ainsi de suite. Quand on a des jeunes qui arrivent sur le bassin avec un petit papier, avec l'entête de la MJC ou de n'importe quel organisme, que ce soit privé, public, et où on nous demande un 50 mètres sans précision, 50 mètres ou 25 mètres, sans précision. Après, nous, on pose des questions aux gamins, on dit c'est pour aller faire la voie. Donc, effectivement, nous, après, on est là sur un rôle de conseil, où on dit aux parents, attention, effectivement, il a fait le test de 50 mètres ou de 25 mètres demandé. Mais c'est un peu juste pour aller faire de la voile, mais on n'a aucun pouvoir. Alors, est-ce qu'on le signe, est-ce qu'on le signe pas? Oui, mais c'est avec Brassière. On arrive à avec Brassière. Écoutez, ce que je dénonce, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Ce que je dénonce, c'est effectivement qu'à un moment donné, parce que je dénonce, c'est qu'à un moment donné, je crois qu'on n'explique pas aux parents suffisamment qu'est-ce que valide le test de 25 mètres ou qu'est-ce que valide le test de 50 mètres. Et je ne connais pas beaucoup de professionnels qui disent attendez, je vais donner un test de 50 mètres, mais attendez, il ne peut pas aller n'importe où et il ne peut pas faire n'importe quoi. Je crois que ce n'est pas comme ça que fonctionne, parce qu'on est dans une relation, honnêtement, on est dans une relation à un moment donné avec un client qui, effectivement, vous lui donnez un brevet, il est content, il a son brevet, mon enfant il sait nager, bravo. Et en fin de compte, les parents, une fois que l'enfant il a appris à lire, qu'il est allé à l'école, qu'il a fait de la bicyclette et qu'il sait nager, c'est très bien. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas dire à un parent qui a fait 10 ou 15 séances de natation, bah écoutez, il sait nager de 25 mètres, mais attention, il ne faut pas qu'il tombe dans l'eau. Vous avez vu le 25 mètres qu'il a fait, il a la tête toujours de l'eau, je suis sur le bord, et ainsi de suite. Vous avez des enfants qui font des tests, et vous le savez tous, vous êtes tous des professionnels, ils font le test, ils sautent dans l'eau, les bras, les jambes écartés, la tête, elle ne mouille pas. Hein. C'est-à-dire que, voilà, si c'est quelqu'un qui a des fruits d'air, pas être un exceptionnel. Donc, le problème, il est là. Et je crois qu'on a tous à faire un effort. Si vous êtes là, je sais bien que si vous êtes là, vous êtes sensible à cette problématique, sinon vous ne seriez pas là. Hein, je sais que vous êtes sensible à cette problématique, et je pense qu'à un moment donné, eh bien, il faut qu'on essaye, tous les professionnels, maîtres nageurs, profs d'EPS, instituteurs, eh bien, à un moment donné, essayer, dans le cadre de son emploi, eh bien, de cerner correctement le test qu'on met en place, et puis aussi de dire où sont les limites de ce test. Le test que je vous présente là, il a des limites lui-même. Ça, on le sait, la difficulté dans la médecine française, c'est qu'on a une multitude de tests. Il a été fait présente un test qui a évolué parce que j'ai connu les besoins que les fins. L'éducation nationale change d'arrêt les tests. L'éducation nationale, on l'a entendu encore, et là c'est un gros problème quand même avec la circulaire de 87, on avait pris cycle 2. On ne devait pas apprendre à nager, c'est simplement une connaissance de l'eau, une approche de l'eau très très ludique. On ne recevait pas les cycles 3, on commence à recevoir les cycles 3, mais on laisse une priorité sur les cycles 2. On demande, alors en 2004, on a demandé à ce que l'enfant puisse se déplacer sur 15 mètres sans être concentration. Maintenant, on demande à la fin du CM2 qui se rapproche vers vraiment un savoir nager. C'est vraiment très très vague. Donc la FFN peut travailler avec les associations sportives. Je vois que les nageurs aussi, qui viennent dans les piscines,
mettre des tests aussi en place pour les scolaires, pour les associations, c'est vraiment très très compliqué. Les autres fédérations ne se posent pas la question. Hein. En ski, il y a des tests qui sont bien définis, en voile aussi. En natation, c'est vraiment le bazar. On prend un petit peu ce qu'ils aiment. C'est très très difficile, même pour un professionnel, de pouvoir se repérer sur quelque chose de classique. Alors c'est pour ça, je vais répondre à ça, parce que c'est très important ce que vous dites, je suis d'accord. C'est pour ça que la fédération, au moment où j'ai eu en charge cette responsabilité, si vous préférez, j'ai travaillé sur la construction du conseil interfédéral des activités aquatiques pour réunir autour d'une table 22 fédérations sportives, 22 fédérations, il y a autour de la table l'UXEL, l'UNSF, l'USEC, la FBSU, la FPCF, la FSGT, l'UFOLEP, les cheminots, la plongée, pour essayer de... Parce qu'on est d'accord avec ce que vous dites, donc à un moment donné, au moins que les fédérations qui font une activité sportive, et notamment les fédérations associatives liées au scolaire, eh bien, on se met d'accord. Voilà. Alors, on s'est mis d'accord. En 2006 ou en 2008, on montre notre test, on montre le test au ministère d'Olivier Gaston